C'est donc merci à tous d'être là aujourd'hui avec nous. Donc vous êtes très nombreux parce que vous attendiez depuis un certain temps la nouvelle version du guide LMS qui est vraiment un gros travail fourni par des adhérents très motivés et bénévolement sur leur temps de travail autour de ce guide-là. Donc le guide LMS 2024, voilà, on va vous expliquer un petit peu toute sa genèse, hein, puisque le dernier datait de 2022. Donc nous avons eu beaucoup de retours concernant les éditeurs de plateforme. On va vous montrer tout ça directement, mais en attendant, je vais vous présenter, ou je vais demander à chacun de se présenter très rapidement autour du groupe de travail. Dites-nous en 2 mots qui vous êtes, et puis après, on lancera un peu le sondage. Alors, on va commencer par Tania Chopi. Tania, en 2 mots. Hein. Oui, en 2 mots. Merci Aurélia. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réconcilier chacun sa capacité d'agir. Et l'LMS, c'est aussi un outil à ce service. Super, Isabelle, Marc, un des piliers Bonjour à aussi de ce tous. guide. Oui, bonjour à tous. Isabelle Ondermark du CAFOC de Créteil. Moi, j'ai œuvré plus particulièrement avec d'autres confrères sur la partie pédagogie. Et tu étais en compagnie d'Elsa. Voilà. Elsa Matila du CAFOC de Versailles. Jean-Yves. Bonjour, donc Jean-Yves Loiset du cabinet Stratif, donc le collègue et le collaborateur de Jean-Luc. Moi, je suis intervenu sur la partie open source et sur les 2 domaines, donc coût et service et puis organisation. Merci Jean-Yves. Gilles. Oui, bonjour, Gilles Macian, je suis consultant indépendant du cabinet New Learn et j'ai travaillé sur tout ce qui était l'environnement technologique pour les plateformes, sur les plateformes éditeurs. Audrey. Oui, Audrey pour Access 42. Moi, ma spécialité, c'est l'accessibilité numérique pour les personnes handicapées. Voilà. Et donc, on en parlera tout à l'heure. Ouais, on en parlera bien, et puis avec justement une version du guide accessible grâce à tes soins. Catherine. Bonjour, Catherine Maugin, je suis présidente d'une agence Digital Learning, 3 Innovations, et moi je suis intervenue à la fin pour beaucoup lire, relire et re-relire et écrire un petit peu. Voilà, et je suis plutôt orientée open source, comme Jean-Yves. Jean-Luc va nous rejoindre donc bientôt. Donc Jean-Luc qui est président de Stratis et qui est pilote de ce guide depuis sa création, puisqu'on en est à la 9e édition. Et c'est Jean-Luc qui a beaucoup œuvré chaque année ou à chaque édition de ce guide. Christine, un petit mot? Le micro de fermé. Ton micro. Pardon, vous m'entendez? Ok, moi je suis Christine Salama Adenoa, je suis intervenant pour la collecte des données et contacter les éditeurs propriétaires et l'analyse des données. Et puis une autre personne qui a travaillé sur ce guide, c'est Loïc Tournenouet de l'AFPA, qui généralement est aussi notre animateur de webinaire, mais qui ne pouvait pas venir aujourd'hui. Eh bien, écoutez, on va passer à la slide suivante avec le sondage. Aurélia, tu peux remonter Jean-Luc pour qu'il ait le micro. Et en coupé. Ou mute. Alors, le sondage. Donc, on avait lancé un petit sondage sur LinkedIn, comme on fait habituellement pour chaque nouveau webinaire.
Et donc, voici un peu les réponses. Donc, on n'a pas eu beaucoup de répondants, hein. Donc, 38 répondants à ce sondage et on demandait finalement aux utilisateurs qu'est-ce qui était le plus important, quel critère de choix était le plus important pour choisir leur plateforme. Et à 50%, donc la moitié d'entre eux ont dit surtout la facilité d'utilisation, ce qui traduit aussi effectivement par rapport à l'outil cette préoccupation constante, hein, c'est d'avoir des outils qu'on puisse utiliser facilement, qui soient suffisamment ergonomiques, intuitifs et pas trop complexes. On voit aussi qu'en deuxième position se partage l'accessibilité, et ça on en reparlera, et la conformité, qui sont deux gros éléments, hein, parce qu'on pense à Calliope, mais on pense aussi aux normes d'accessibilité sur lesquelles nous reviendrons. Et puis forcément, combien ça va nous coûter, combien ça nous rapportera le coût. Sur les fonctionnalités avancées, on va vous en parler également, mais ça semblait ne pas être le cœur des préoccupations de nos 38 répondants. Mais tout de suite, moi, je vais donner la parole à ceux qui ont fait ce guide. Donc, En mute. et donc c'est Oui. Gilles, je crois, qui s'occupe de la jeunesse du guide. Tout à fait. Donc, juste un petit rappel sur l'historique de cette édition, donc cette édition 2024. Comme vous l'avez vu, nous n'avons pas sorti de guide en 2023. Nous avons consacré l'année 2023 à faire un point sur les éditions précédentes et à vous interroger sur ce que vous attendiez de ce guide, savoir si on était dans la bonne direction ou pas. Donc, nous avons mené 2 enquêtes en 2023. Une enquête pour recueillir l'avis des lecteurs. Donc, nous avons reçu 460 réponses de lecteurs du guide qui nous ont donné leur avis, et une enquête sur les utilisateurs de LMS pour savoir quels étaient les critères à mettre en avant dans le guide. Alors, sur la première enquête concernant les lecteurs, comme je vous le disais, on a eu 460 répondants issus de divers horizons, donc des OF, des formateurs indépendants, des entreprises, des établissements d'enseignement supérieur, des prestataires, et puis aussi d'autres personnes. Globalement, tous les lecteurs étaient plutôt satisfaits des éditions précédentes. Ils appréciaient l'organisation globale du guide, la clarté de la mise en page, les tableaux, les fiches de présentation des éditeurs et des LMS, hein, open source, aussi avec les fiches analytiques de ces LMS, de ces plateformes. Et puis aussi les articles et les focus sont très appréciés. Donc tout cela, tous ces points, vous allez les retrouver dans l'édition 2024, bien entendu. Et puis, par ailleurs, il y avait des attentes. Alors, il y a des attentes que j'ai listées là, des attentes sur plus de LMS, hein, un plus grand nombre de LMS à étudier, et avec des comparaisons plus détaillées. En fait, avec des simplifications de lecture, avec des tableaux comparatifs global. Vous attendiez aussi plus d'informations tarifaires avec des détails sur les prix des solutions. Et ce qui était demandé aussi, ce sont des détails techniques, en particulier sur l'environnement, ce qu'on a appelé l'environnement technologique, hein, c'est-à-dire tout ce qui était compatibilité, tout ce qui était l'intégration avec d'autres outils, la compatibilité avec d'autres outils et d'autres avec les standards, avec les outils, et par ailleurs aussi tout ce qui concerne les normes d'accessibilité, hein, qui est un sujet très important, on va y revenir. Et tout ce qui était possible, et puisque c'est l'une des fonctionnalités principales d'un LMS, c'est le suivi et le reporting. Donc, en savoir plus sur les possibilités de suivi et de reporting de chaque plateforme étudiée. Donc,
à partir de cela, nous avons travaillé sur un nouveau questionnaire, en tout cas pour les éditeurs, et puis à la fois aussi une grille d'études pour les solutions open source. Alors, plus d'exhaustivité, ben, nous avons travaillé dans ce sens-là et nous avons contacté 45 éditeurs. Malheureusement, ben, ça n'a pas été suivi des faits totalement, puisqu'on a quelques plateformes supplémentaires par rapport aux éditions précédentes, hein. On a maintenant 27 plateformes propriétaires et 7 open source, mais pas autant que l'on aurait espéré, puisque, je vous le dis, on a contacté 45 éditeurs. Alors certains, ben, leur solution avait disparu, certains ne souhaitent pas être comparés aux autres, puisqu'ils, ben, pour diverses raisons, je pense ils ont peur de la comparaison, j'imagine, et d'autres n'étaient pas prêts pour répondre ou ont répondu trop tard. Voilà, donc bon, malgré tous nos efforts et l'accompagnement de Christine sur ce sujet qui a envoyé donc le questionnaire à tous les éditeurs que nous avions listés, nous avons quand même 34 plateformes, hein, au total qui sont étudiées dans ce guide, ce qui est quand même important. Donc, nous avons revu la structure du benchmark, puisque vous verrez dans cette édition un benchmark structuré en quatre grandes rubriques: pédagogie, organisation et suivi, environnement technologique et coûts et services. Donc, beaucoup moins de rubriques que dans les éditions précédentes, avec de plus grandes rubriques et simplifiées en 4 grandes rubriques. Et ces 4 grandes rubriques ont été alimentées par notre grille d'études, hein, une grille d'études sur laquelle on a travaillé et qui nous a pris quelques mois, hein, à nous tous, chacun dans un domaine différent. Et nous sommes arrivés à 248 questions, 248 points à étudier, répartis dans ces 4 grandes familles. De même, pour répondre à vos attentes, on a revu le scoring de chacun de ces items analysés, puisqu'on l'a noté sur 10. Donc, on a donc une solution, enfin un benchmark beaucoup plus fin que les précédents, puisque précédemment c'était sur 5 avec un système d'étoiles qui n'était pas très précis. Là, par contre, on a une note sur 10 pour chaque critère. Alors, au niveau des critères, donc avec ces 248 items répartis en 4 catégories et donc ces items sont répartis en 37 critères et ces 37 critères répartis en 4 catégories plus exactement. Sur les 37 critères, on a mis dans la version publique, celle que vous allez pouvoir télécharger dès la fin de cette présentation, vous allez trouver les 18 critères de choix primordiaux. Ce sont les critères qui ont été définis comme essentiels par l'enquête utilisateur que nous avons lancée en 2023, hein, pour laquelle il y a eu sur cette enquête 226 répondants, avec plus de 200 structures différentes qui ont répondu et qui ont défini quels étaient les critères de choix primordiaux pour l'acquisition d'un LMS. Donc, ce sont les 18 critères que vous allez trouver dans la version publique. Et nous avons aussi réalisé une version exhaustive. Donc, celle-ci est réservée aux adhérents de NOAA, qui est basée sur 37 critères, hein, un peu plus du double de critères, et qui inclut des tableaux comparatifs par famille. Donc, on a un tableau, par exemple, comparatif sur la pédagogie, avec sur les différents critères en pédagogie. Nous allons avoir une dizaine à peu près. Donc, la comparaison des LMS, à la fois éditeurs et des LMS open source. Je ne sais pas si Jean-Luc nous a rejoint et peut-être peut-il ajouter un commentaire. Oui, je suis là. Bonjour à tous.
Non, non, bah, tu as tout dit, hein, donc là-dessus, effectivement, ça a surtout permis de construire effectivement différemment le guide. Et donc, ce qu'on va voir après, c'est qu'effectivement, on pourrait constater des modifications aussi bien dans la forme, effectivement, que le fond. Christine, si tu veux bien passer à la suite. Christine met en plein écran, ça sera plus lisible pour tout le monde. Puis on s'occupe du chat. Voilà, la diapo d'après. Ah oui, pardon. Ouais. Ouais. Et puis mets en plein écran parce qu'on voit rien en fait. On s'occupe du chat, Christine, t'embête pas. Moi, je vais bien répondre. Alors donc, effectivement, nouveau format, c'est lié d'une part, on va dire que c'est concomitant avec le nouveau nom, la nouvelle charte graphique, la nouvelle image effectivement de l'association et donc d'Enoa, donc quelque chose qui est beaucoup plus raccord en fait avec ça. Et puis donc des fiches qu'on a voulu aussi plus claires, plus lisibles. Vous allez voir ça juste après, aussi bien dans les versions. Dans la version, enfin on va dire dans les pages qui concernent les LMS éditeurs que dans celles qui concernent les open source. C'est aussi dû à la volonté qu'on avait de mettre en cohérence en fait les fiches éditeurs et les fiches open source, hein. Gilles l'a fait remarquer, je crois, tout à l'heure. On avait jusqu'à présent quand même une discordance à ce niveau-là. Donc on n'avait pas exactement les mêmes rubriques. Donc là, vous allez retrouver les mêmes rubriques, même si dans certains cas, bien évidemment, il peut y avoir des toutes petites différences, comme nous le dira Tania juste après. Et puis, la principale, enfin, l'une des principales différences, c'est effectivement les deux versions du guide que Gilles vous évoquait à l'instant, puisque, je dirais, les analyses plus fouillées, hein, et les résultats de ces analyses ne seront disponibles effectivement qu'aux adhérents d'Enoa. Alors, il y a toujours les articles, on les a réécrits pour un bon nombre, on les a quelquefois remplacés, de façon à être toujours, on va dire, au plus près des tendances et quelque part au plus près de ce qui vous intéresse. Et puis, on n'a pas oublié de garder des rubriques fondamentales parce que vous êtes un certain nombre à être aussi ce qu'on va dire des primo équipés de LMS. Et donc, il est utile, effectivement, ces articles sont utiles pour comprendre et savoir effectivement ce sur quoi il faut s'attacher quand on veut choisir son premier LMS ou remplacer son LMS. Et Tania va nous dire effectivement qu'est-ce que l'on trouve dans ces fiches. Oui, merci Jean-Luc. Donc, vous l'avez compris, hein, notre élan, c'était vraiment de vous mettre à disposition les informations qui vous sont les plus utiles et celles que vous nous avez demandées. Donc, effectivement, les 37 critères seront disponibles dans la version proposée aux adhérents. Et sur le guide, vous allez trouver les 18 critères que vous avez plébiscités avec une notation qu'on a essayé de rendre la plus facile à lire, en tout cas, parce que l'idée n'était pas non plus de surcharger les pages et de créer un guide qui ressemble à un annuaire. Donc, vous retrouvez une fiche donc, aux couleurs d'Enoa dans laquelle vous avez bien entendu le nom à chaque fois de l'éditeur, son logo et puis un bloc d'informations sur celui-ci. Vous retrouvez les 4 rubriques évoquées par Gilles et les principaux critères que vous nous avez demandés. Et vous retrouvez également 2 nouvelles informations, les évolutions majeures depuis 2022 qui sont mises en avant en haut et les plus selon le groupe de travail d'Enoa. Pour la version des fiches éditeurs des solutions propriétaires, vous avez en plus un petit encart bleu foncé que vous avez peut-être aperçu, où en fait là vous voyez l'usage en fait s'il est prépondérant dans le secteur éducatif ou en dehors du secteur éducatif. Et sinon, nous avons harmonisé les fiches entre les LMS solutions propriétaires et les solutions open source. Voilà pour moi. Merci Tania. Et
Pour la collecte des données des LMS, on a pour la collecte, oui, pour la collecte des données pour ce guide, on a travaillé sur deux grandes catégories, les LMS propriétaires et les LMS open source. Les LMS propriétaires, on a envoyé un questionnaire aux éditeurs pour recueillir les données précises sur leur plateforme. La période, c'était du questionnaire, ça dure de 8 avril jusqu'à 10 mai, avec 2 relances qui ont été effectuées pour maximiser le taux de réponse. Le questionnaire a été composé de 248 questions, reparties sur 4 sections principales. Chacune correspond à une rubrique de la fiche LMS qui a été présentée. Ainsi une section supplémentaire pour les informations générales pour l'éditeur et le guide LMS. En termes de participation ou des réponses qu'on a reçues, il y en a 27 répondants qu'on a retenus dans le guide LMS pour les propriétaires et 7 éditeurs n'ont pas répondu et un, il a refusé malheureusement de participer à l'enquête. Pour les open source, on a pris une autre approche différente. Les experts d'Enoa, ils ont réalisé des tests fonctionnels pour tester les LMS open source. Enfin, on a à la fin du guide, on a 34 LMS au total, 27 propriétaires et 7 open source. Je passe le mot à Gilles, je pense, qui va parler sur l'IA. Oui, merci Christine. Oui, alors vous allez trouver dans ce guide, comme dans les éditions précédentes, un certain nombre d'articles, et dont un sur l'intelligence artificielle. On ne pouvait pas ne pas citer l'intégration de l'intelligence artificielle dans les LMS. C'est la grande nouveauté en 2024 dans les LMS. Alors, bien sûr, l'intelligence artificielle était déjà intégrée dans certaines fonctionnalités de LMS depuis une quinzaine d'années. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, donc comme dans tous les outils, en fait, on a une intégration de l'IA dans toutes les fonctionnalités de LMS. Donc les éditeurs ont travaillé d'arrache-pied pour intégrer des outils d'aide dans toutes les fonctionnalités, donc des outils d'aide boostés à l'IA. Dans les fonctionnalités les plus développées, on note la génération de QCM, donc qui permet de générer automatiquement des QCM à partir de référentiels, soit d'un curriculum, soit de compétences, donc avec une proposition de QCM automatique grâce à l'IA, avec bien sûr la possibilité pour le concepteur ou le formateur de modifier la proposition de l'IA. On a aussi dans les fonctionnalités très développées la conception de cours, avec justement des aides à l'écriture des objectifs, des aides à la formalisation du curriculum. Donc là, on a ce type de fonctionnalité assez développée. Et aussi pour la personnalisation des parcours. On a certaines plateformes, je pense à 2 en particulier, qui sont assez avancées sur la possibilité de personnaliser des parcours en fonction des apprenants. Dans les fonctionnalités en développement, on a là des outils qui commencent à arriver sur l'évaluation des réponses ouvertes, sur la détection de la triche en ce qui concerne les évaluations. En production, sur la génération de cours, la formalisation de cours à partir de sources documentaires. Donc il suffit d'entrer un référentiel de documentaire, et puis l'IA
peut proposer à la fois des supports de cours plus ou moins structurés. Et puis aussi, en cours de développement, beaucoup de choses sur la détection de la triche, enfin beaucoup de choses, non, certaines LMS intègrent quelques-unes, commencent à intégrer des outils de détection de triche. Et puis, donc, la troisième catégorie, je dirais, c'est tout ce qui concerne les fonctionnalités émergentes qu'on commence à arriver. C'est tout ce qui est autour de la génération de visuels, de vidéos, de visuels. Là, c'est encore peu développé, mais ça arrive petit à petit. Tout ce qui est aussi sur la traduction automatique des contenus, si la traduction, bien sûr, la traduction de l'interface, etc., est proposée pratiquement d'office maintenant, mais tout ce qui est transcription automatique des contenus et traduction automatique des contenus, ça commence, c'est seulement une fonctionnalité émergente qui commence à apparaître dans LMS. Donc, et bien sûr, tout ce qui est outils de gestion aussi, et bizarrement, qui sont pas encore aussi développés qu'on le pensait. Tout ce qui est outils, alors certaines plateformes le proposent, hein, mais ça reste encore assez timide, je trouve, pour beaucoup d'éditeurs encore. Sans doute, c'est aussi des travaux en cours sur tout ce qui est gestion des outils d'aide à la gestion des groupes, à la planification, à l'édition de rapports ou de reporting. On commence à trouver ces fonctionnalités boostées à l'IA, mais c'est encore émergent. Voilà. Ce qu'on peut dire d'autre sur l'IA, bien entendu, tout ça est en construction et tout ça va évoluer. Il faut être vigilant dans le choix de son LMS lorsqu'on fait un choix sur toutes ces fonctionnalités, bien étudier ce que propose l'éditeur. Et puis, tout ça est en évolution. On attend les lignes directrices. On peut passer à la slide suivante. On attend les lignes directrices donc en février 2025, les lignes directrices issues de l'IA Act. Donc la France doit proposer des lignes directrices, mais elles sortiront uniquement en 2025. Donc voilà, donc pendant toute cette période, on est quand même encore en construction et en attente. Faut faire attention aux investissements puisque ça peut évoluer. Et puis ici, il y a un impact qui est conséquent sur l'utilisation de l'IA pour certaines fonctionnalités, pas sur toutes les fonctionnalités, mais pour certaines fonctionnalités, surtout sur tout ce qui est accompagnement de l'apprenant. Il y a un impact sur les coûts, puisque, comme vous savez, l'IA demande beaucoup de ressources, en particulier de GPU, des CPU graphiques, et donc il faut des serveurs puissants qui consomment énormément d'énergie et forcément il y a un impact sur l'hébergement des solutions, sans parler de l'impact sur l'intégration, enfin sur l'évolution et le développement de ces nouvelles plateformes. Il y a deux autres points certainement à prendre en compte lorsqu'on intègre l'IA dans une solution, dans une plateforme. C'est de bien vérifier la complexité d'utilisation ou la simplicité plutôt d'utilisation et la simplicité de mise en œuvre, puisque ça peut être complexe dans certains cas. Et puis d'avoir un regard sur les utilisateurs, sur comment les utilisateurs vont réagir à l'imposition d'outils d'IA dans leur formation, et donc quels sont les freins qu'on peut rencontrer auprès des utilisateurs. Voilà, je laisse la parole à... je crois, c'est moi. Audrey. Audrey. Je suis là.
Merci. Donc moi je vais vous parler d'accessibilité numérique. L'idée c'était de faire un peu un point sur ce que c'est l'obligation légale qui est en train d'évoluer en France. Voilà. Donc l'accessibilité numérique c'est un chapitre important dans la formation en ligne parce que quand on veut permettre l'accès à tous à la formation, c'est indispensable de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes handicapées puissent accéder au contenu. C'est encore un sujet assez peu pris en compte dans la conception des services numériques et dans la formation en ligne, très peu aussi, hein. Pour l'histoire, enfin pour l'historique plutôt, hein, pour le service public, on va parler ministère, université, mairie par exemple. L'accessibilité des sites web, c'est une obligation depuis la publication de la loi de 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc c'est pas récent. L'obligation, en gros, c'est rendre ces services numériques conformes avec le RG2A, donc le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Ce référentiel, il décrit en 106 critères les obligations à satisfaire pour s'assurer d'un accès minimal pour les personnes handicapées. Et dans les critères du RG2A, on va couvrir des besoins diversifiés. Par exemple, on va trouver la nécessité de définir des alternatives d'image pour les personnes aveugles, le besoin de sous-titrer les vidéos, hein, ça c'est central dans la formation en ligne, le besoin de sous-titrer les vidéos pour les personnes sourdes, ou encore les besoins d'adaptation des interfaces pour les personnes malvoyantes ou les personnes qui ont un trouble cognitif. Voilà, c'est ça le RG2A. En 2019, l'obligation d'accessibilité numérique, elle s'est étendue au secteur privé. Et donc, c'est les sociétés qui cumulaient un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros qui sont maintenant soumises à l'obligation de rendre leur site web accessible. Et les applications mobiles aussi sont rentrées dans le champ d'application. Et on a encore des nouvelles lois qui vont arriver à partir de juin 2025, suite à la transposition de la directive européenne biens et services. On va voir de nouveaux secteurs d'activité, enfin de nouveaux secteurs économiques et d'activité rentrer dans l'obligation légale. La directive biens et services, par exemple, pour ce qui nous intéresse là, particulièrement dans la formation, on a le commerce électronique qui va être soumis à l'obligation d'accessibilité numérique et le livre numérique. Voilà. On attend encore des décrets, des arrêtés pour avoir vraiment tous les contours des obligations. Mais voilà ce qui est dans cette nouvelle directive. Donc ça à partir de 2025. Tous les nouveaux services qui seront publiés après 2025 devront être conformes au RG2A. Et tout ce qui avait été publié avant, il y a un délai de mise en conformité qui est donné jusqu'en 2030. Il y a aussi des exemptions prévues pour les plus petites sociétés à moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et moins de 10 salariés. Fin 2023 aussi, on a eu des nouvelles choses qui sont apparues, notamment l'État a décidé de contrôler ces obligations d'accessibilité numérique qui jusqu'à maintenant n'étaient pas contrôlées. Et on a vu l'ARCOM être nommé pour contrôler les services numériques du secteur public et des sociétés privées de plus de 250 millions d'euros. Donc l'ARCOM a commencé ses contrôles. Voilà, elle vérifie les publications des déclarations d'accessibilité. C'est un document dans lequel on publie l'état de conformité du site web. Et elle a la possibilité de prononcer des sanctions financières aujourd'hui qui peuvent aller jusqu'à 50 000 euros par défaut de conformité au RG2A. Donc s'il y a un défaut d'accessibilité constaté sur un site web, l'ARCOM a la capacité aujourd'hui de prononcer des sanctions financières pouvant aller jusqu'à 50 000 euros. Il y a d'autres organismes de contrôle qui vont être qui vont bientôt arriver. Notamment, on attend la DGCCRF ou encore l'autorité des marchés financiers qui vont intervenir sur le domaine bancaire notamment. Et du coup, pour revenir au guide LMS, on note dans le groupe, non, j'avais qu'une diapo, ouais. On note dans le groupe des éditeurs propriétaires qu'il y en a 4 qui affirment être totalement conformes avec le RG2A. C'est pas beaucoup, mais bon, voilà, c'est déjà un début, on va dire. Il y en a quand même qui le prennent en compte. Pour un LMS, être conforme avec le RG2A, c'est proposer aux apprenants c'est proposer des interfaces apprenants qui respectent les requis techniques d'accessibilité numérique pour pouvoir accéder au contenu et interagir avec toutes les activités qui peuvent être proposées.
On peut espérer que les nouvelles obligations réglementaires et les contrôles à venir vont faire prendre conscience de l'enjeu humain et social qui se joue avec l'accessibilité numérique, qui est centrale, c'est faire respecter le droit des personnes handicapées et permettre à tous et à toutes d'accéder aux formations et aux formations en ligne. Voilà. Et j'arrête là. Isabelle? Oui, merci. Alors, sans transition, sur la partie pédagogie, on a travaillé effectivement avec plusieurs contributeurs, comme l'a rappelé tout à l'heure Aurélia, donc ma collègue Elsa Mattia du CAFOG de Versailles, mais aussi Loïc Tournedoué de l'AFPA et Valérie Legoupil de l'Université du domicile, pour refondre complètement cette rubrique qui avait été revue la dernière fois en 2019. On a travaillé aussi avec l'ensemble de l'équipe qui a contribué et qui a refait et refondé ce guide, puisque on a vérifié qu'on n'avait rien oublié dans les différentes questions qu'on a pu poser et les différents critères qu'on a pu mettre en avant par rapport aux résultats de l'enquête utilisateur. Donc, on s'est vraiment appuyé là-dessus. Et puis, on a aussi aligné les critères avec ceux de l'analyse des plateformes open source. Alors, je rappelle aussi, peut-être ça répondra à une des questions qui était dans le chat. Pour les plateformes propriétaires, on se base sur le retour d'un questionnaire des éditeurs qui est sur du déclaratif. Et pour les plateformes open source, il y a un banc d'essai. Et jusqu'à présent, les rubriques qu'on regardait au niveau de la pédagogie n'étaient pas forcément tout à fait les mêmes. Et là, on a tout aligné pour aller chercher exactement les mêmes rubriques. Donc, on est passé de 5 à 8 rubriques par rapport à l'ancienne édition, 3 étant destinées aux adhérents. On a aussi un petit peu reformulé et réajuster les questions. Il y avait auparavant 56 items qui étaient questionnés, ainsi qu'avec des questions ouvertes en complément. Aujourd'hui, voilà, on a évité, tant que faire se peut, les questions ouvertes pour permettre une évaluation toutes choses égales par ailleurs. Et on a reformulé les questions pour véritablement évacuer les items qui ne faisaient plus débat, qui étaient aujourd'hui dans les fonctionnalités de tous les LMS. Donc, tous ces items-là ne sont plus examinés et ça nous a permis d'ouvrir à de nouveaux items, notamment autour de ce que évoquait Gilles sur l'IA ou l'adaptive learning. L'autre chose aussi, les confrères en ont parlé, hein, on a bougé le scoring pour arriver à quelque chose de plus lisible et de plus aussi différenciant dans l'analyse des plateformes. Et l'autre chose, c'est qu'on s'est véritablement effectivement référé à l'enquête utilisateur et à ce qui souhaitait être mis en avant par les utilisateurs, tout en gardant quand même notre ligne éditoriale, parce que, par exemple, on a eu la surprise de constater que toutes les fonctionnalités liées au tutorat n'étaient pas forcément considérées comme essentielles ou importantes dans l'enquête utilisateur. On s'est permis de garder un focus là-dessus, c'est quand même la réglementation, puisque le décret de 2018 en fait une des conditions pour que l'action de formation à distance soit éligible. Là, nos objectifs, hein, c'était vraiment d'arriver au plus de convergence avec le banc d'essai des LMS open source. Et d'ailleurs, on va continuer d'ailleurs à faire évoluer nos questionnaires, nos questionnements, et sans doute ouvrir la possibilité pour la prochaine édition de demander des comptes démo et des espaces de démo pour pouvoir véritablement juger aussi sur pièce
et puis apporter notre regard sur différenciant, sur des plus qualitatifs et des différents LMS. Voilà, donc on attend aussi vos retours suite à cette nouvelle édition 2024 pour orienter notre travail qu'on essaye toujours en constant renouvellement et en essayant de tenir compte de toutes les évolutions qui sont en jeu. Merci. Bonjour. Pardon, excusez-moi, je pense que c'est à moi. Est-ce que vous m'entendez bien? Bien, donc moi j'ai travaillé j'ai fait un travail de recensement sur l'ensemble des LMS propriétaires, donc ce qui a donné lieu à des calculs de notes un petit peu complexes. Et puis je me suis du coup aperçu qu'il y avait effectivement des plateformes qui avaient des notes un petit peu plus faibles par rapport à d'autres plateformes. Et donc, je me suis un peu posé la question, j'ai cherché, j'ai regardé d'où venaient les différences. Et effectivement, les différences venaient logiquement de différences fonctionnelles. Et en creusant un peu, je me suis aperçu que les plateformes qui avaient aujourd'hui des moins bonnes notes, c'était des plateformes en fait qui, à l'origine, qui venaient à l'origine en fait d'éditeurs de solutions informatiques qui, travaillaient plutôt dans le domaine de la création de contenu ou dans le domaine des outils en fait de gestion d'informations, ce qu'on appelle les TMS. Voilà, et donc c'est pour ça que j'en suis arrivé en fait à cette opposition, si vous voulez, entre ce que j'appelle les purs LMS, donc ou les LMS historiques, donc c'est-à-dire les LMS qui ne sont que des LMS et qui, au fil des années, ont enrichi de fonctionnalités leur solution, et ces nouveaux LMS qui viennent en fait soit de la gestion de contenu, de la création de contenu, gestion de contenu, soit de TMS et qui forcément ont moins de fonctionnalités. Donc pour donner deux exemples, donc je pense à Digiformat. Donc à l'origine, ça vient de la gestion des formations, donc ça vient de la TMS. Et pour d'autres, pour ce qu'on appelle la création de contenu, je pense à Enmil et à Stories qui, à l'origine, sont des sociétés qui sont axées sur la création de contenu. Donc voilà un petit peu comment je suis arrivé à cette conclusion entre les purs LMS ou les LMS historiques et les nouveaux acteurs qui viennent de la formation, mais un peu de problématiques liées mais différentes. Et donc, alors, l'avantage, effectivement, de ces nouveaux acteurs, ces nouvelles solutions, c'est qu'elles proposent aujourd'hui des solutions qui sont intégrées. C'est-à-dire qu'on a la création de contenu et on a, dans un même ensemble environnement cohérent, on a la diffusion du contenu, où on a la gestion de l'information au sens administratif, et puis la diffusion des formations. Là encore, dans un ensemble cohérent, alors que si on prend les plateformes, ce que j'appelle les purs LMS, effectivement, pour avoir un ensemble cohérent, c'est plus compliqué parce qu'il faut connecter du coup le LMS au TMS. Donc, je pense par exemple à Moodle qui fait vraiment partie des purs LMS et des LMS historiques. Donc aujourd'hui, si on veut le connecter à un TMS, eh bien, ça passe par des API, donc ça passe par des web services. C'est plus assez faisable, et du coup, ça reste plus complexe. Donc voilà, on a moins de fonctionnalités dans ces nouveaux LMS, on a moins de fonctionnalités liées vraiment au LMS, mais du coup, on a une intégration qui est plus importante. Voilà un petit peu mes conclusions, mais ça nécessite, parce que je suis parti un peu de ces observations, de ces différents notes,
Mais effectivement, ça demande à être approfondi par des investigations supplémentaires, hein. Voilà, merci beaucoup. Merci Jean-Yves, je prends le relais. Christine, je te laisse aller sur les salles d'appel puis repasser en plein écran. On puisse correctement lire. Alors, comme vous l'aurez compris, si vous êtes adhérent d'Enoa, vous avez la chance et le privilège d'avoir accès à la totalité de notre travail avec, du coup, davantage de critères, hein. Vous allez pouvoir profiter dès aujourd'hui d'une fiche détaillée des 37 critères au lieu des 18 pour la version publique, mais aussi des tableaux récapitulatifs de tout le travail qu'on a fait avec les détails de toutes les notes. Et c'est ça qui est intéressant pour vous, justement, en étant adhérent, parce que l'idée, c'est de vous apporter un plus par rapport à ceux qui ne le sont pas encore. Mais bien sûr, après ce beau web-misère, vous allez tous être adhérents d'Enoa, parce qu'il n'y a pas que le guide des LMS. Et à partir du travail qu'on a fait, donc on a repris les 4 catégories d'analyse, hein, pédagogie, organisation et suivi, coûts et services, environnement technologique. Et du coup, vous avez une vision beaucoup plus globale en un seul tableau Excel, entre guillemets, de la totalité des guides. Et c'est pour répondre en même temps à la question de tout à l'heure par rapport au statut. Alors, il n'y a pas de tri par statut en tant que tel, mais vous avez une vision beaucoup plus générale sur la totalité. Et puis, vous pouvez du coup plus facilement peut-être comparer les différentes plateformes, que ça soit propriétaire ou open source. Et je reviens sur ce qu'a dit Isabelle. Effectivement, il y a quand même un petit biais entre les deux, puisque les LMS propriétaires ne sont pas testés par l'équipe, mais c'est du déclaratif. Donc, on met toujours un petit peu, voilà, on tient bien à le préciser plusieurs fois pour être sûr que il n'y ait pas de confusion. Par contre, pour les plateformes open source, elles sont testées par nous. Donc voilà, l'intérêt pour vous en étant adhérent d'Enoa, c'est que vous avez accès à la totalité des documents, la totalité de l'analyse. Donc c'est quand même beaucoup plus riche. Et au-delà de ça, c'est pas que le guide des LMS, parce qu'on connaît beaucoup Enoa grâce au guide, mais il y a plein d'autres choses. Et ça vous permet aussi de venir vers nous pour dire le guide de demain, comment on veut qu'il soit par rapport à nos usages, nos pratiques en tant que directeur d'OF, formateur, indépendant, etc., etc. Voilà pour ma part et je laisse Merci. Aurélia clôturer. Merci beaucoup. Alors, je voulais simplement dire effectivement une petite chose, hein, page de pub, oui, Catherine, mais c'est surtout que il y a eu un travail très important qui a été réalisé effectivement sur la version qui est réservée aux adhérents, et c'est normal. Nos adhérents, on doit aussi leur offrir un certain nombre de contenus et de services. Et donc, ce travail a permis effectivement d'enrichir, en fait, de prendre les critères, d'avoir un enrichissement supplémentaire et de pouvoir avoir des tableaux comparatifs fort utiles quand il s'agit de balayer, je ne sais plus, 37, je crois, plateformes propriétaires et open source. Donc, la personne qui nous demande si on peut partager la version adhérent, Ouais, écoutez, alors, venez nous voir et puis on en discutera ensemble. Voilà, et on pourra vous faire une petite présentation si nécessaire. Je vous remercie tous. Moi, je vais prendre. Alors, effectivement, c'est bien de l'avoir précisé. Je crois que c'est Isabelle qui l'a fait en disant effectivement, sur la partie LMS propriétaire, ce sont les éditeurs qui remplissent le questionnaire. Donc, il y avait une question que j'ai vu passer dans le chat sur, effectivement, est-ce qu'on a pu mesurer la qualité de ce qui était produit sur les fonctionnalités d'IA? Non. Par contre, le groupe se réunit très prochainement pour voir, effectivement, quelles sont les évolutions possibles à donner au guide et notamment d'avoir une demande d'accès aux plateformes. Est-ce que... c'est très gentil, Monsieur Bruno Séchet vient de demander son adhésion. Bravo. Bravo Bruno. Enchanté que vous nous rejoigniez. Je voulais savoir s'il y avait d'autres questions. Le guide, vous le trouverez en ligne. On vous l'a mis à disposition. Christine vous l'a mis à disposition. Donc vous le trouverez sur le site. Donc, on va passer le QR code. Vous pouvez l'avoir. Il n'y avait pas trop d'autres questions dans le chat. Donc, il y avait effectivement une personne qui disait qu'elle aurait bien aimé, qu'elle regrettait peut-être qu'il n'y ait pas un tri de fait par statut d'OF. Je vais peut-être laisser Jean-Luc répondre ou peut-être donner quelques éléments de réponse à cette question-là. Jean-Luc, la question c'est en fait, est-ce qu'il serait pertinent d'affiner notre sélection en faisant un tri parmi les LMS?
On a une forme, alors je ne sais pas si ça répond à la question qui a été posée. On trouve dans la fiche, et ce qui est un élément nouveau cette année, enfin, on va dire l'utilisation qui est faite par notamment par les clients, hein, on va dire. Donc, ce sont des données, pour être clair, sont des données qu'on a demandées aux éditeurs. C'est complètement impossible de l'avoir sur l'open source, hein, puisqu'il n'y a aucune statistique. Et même si certains donnent quelques éléments, il n'y a rien de fiable sur qui télécharge et qui installe et quelle est de quel statut sont les personnes qui utilisent les LMS open source. Par contre, côté éditeur, on leur a demandé en fait en termes de proportion de chiffre d'affaires. Quelle était la proportion, la part de chiffre d'affaires qu'ils réalisaient sur le secteur éducatif et la part sur le secteur des entreprises. Et donc là, vous verrez qu'il y a des différences qui sont très nettes. On imaginait bien qu'effectivement, enfin nous, c'était plus par connaissance du marché ou par connaissance de certains éditeurs. Alors pour certains éditeurs, c'est certainement plus compliqué parce qu'il y a des éditeurs qui sont jeunes d'une certaine manière, hein, donc qui sont en train de rentrer sur le marché. Donc, on peut supposer que c'est une donnée qui va changer. Par contre, ça permet de voir, alors qu'il y a effectivement des LMS dont peut-être le marketing ou la démarche commerciale a été plus orientée vers les entreprises, d'autres vers le secteur éducatif. On pourrait aussi interpréter, mais on peut toujours essayer d'interpréter les chiffres, hein, se dire tel LMS est plus adapté. Mais là, c'est effectivement, ça serait dire que effectivement, si la part de chiffre d'affaires est plus sur le système éducatif, ça veut dire que le LMS est plus adapté sur le système éducatif. Là, c'est pas le client qui parle, hein. On dit bien que ce sont les éditeurs qui nous ont donné ces chiffres-là. Donc, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, hein, qui était posée de classement effectivement des LMS en fonction du type d'organisme de formation, hein, si c'était ça. Il faudrait que je remonte tout en haut, je crois que c'était au tout début des interventions. J'avais aussi une question où je reprends là. Peut-être c'est plutôt adressé à Audrey. Sur l'accessibilité, j'ai une personne qui souhaitait savoir le nom des éditeurs qui déclaraient respecter complètement le RG2A. Est-ce que, Audrey, tu te souviens des noms? Bon, après, vous pouvez aussi regarder dans le guide, hein, qui est en téléchargement. Tu t'en souviens ou pas, peut-être? Je les ai sur les propriétaires. On a AppleLearn, il y a Blackboard Learn, Dokeos, LMS et Edmill. Bravo, J'ai pris mes notes. chapeau, quelle mémoire. Non, j'ai pris des notes. Je les mets là. D'accord. C'est mis dans le guide public, hein. C'est marqué à chaque fois. Les 4, ils sont bien notés dans les plus. Les NOAA, c'est bien noté. Je les ai mis dans la conversation. Très bien, je te remercie. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a balayé pas mal de choses. Je vais effectivement, je sens qu'il y a Catherine qui levait la main. Catherine, Ouais. dis-nous Mais tout. juste préciser quand même, parce que je sais que ce guide, il se diffuse beaucoup via les boîtes mail. Si vous pouvez juste donner le lien vers le lien de téléchargement, ça nous permet de comptabiliser le nombre de personnes qui le téléchargent pour avoir une vision un peu plus réelle que des échanges via des boîtes mail ou des systèmes internes entre vous, organisations. Ça serait super, parce que sinon, on ne sait pas combien il y a de téléchargements, on ne se rend pas compte de l'impact du guide non plus et de l'intérêt du guide. Voilà, je me permets. Tu te permets bien, et sachant qu'effectivement, on vous propose aussi, si vous êtes intéressé pour aller plus loin, parce que je voyais qu'il y avait quand même aussi des questions peut-être un peu plus précises, d'être intéressé ou pas par une masterclass qui fait pas des contributeurs au guide LMS et qui vous permet là, dans ces cas-là, d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion autour du cahier des charges et de la réflexion à mener pour vous aider ou vous accompagner dans votre choix parmi ce nombre de plateformes qui augmente chaque année et dont la lecture est toujours assez complexe, hein, on ne va pas se le cacher.
Sur le replay, forcément, nous mettrons dès qu'on peut en ligne le replay. Vous le retrouverez sur notre site. Vous recevrez aussi un petit lien tous, hein, tous les participants, les inscrits, pour pouvoir et télécharger la présentation et avoir l'accès au replay. N'hésitez pas à télécharger ce guide et à envoyer les gens sur le formulaire de téléchargement. Et puis, on se retrouvera... alors, on se retrouvera le 14 novembre. Alors, on change, on part des outils. Et là, on garde 2 personnes d'entre vous du groupe de travail, Catherine Mougin et Gilles Macia. Et puis, on aura peut-être aussi d'autres participants à un autre groupe de travail. C'est autour de l'engagement des formateurs et des apprenants en formation multimodale. C'est un tout autre sujet. On en a parlé un petit peu au Learning Show, mais on vous en reparlera beaucoup plus parce que là aussi, on vous présentera le travail réalisé par nos adhérents et qui a été piloté par Gilles et Catherine. Voilà pour le mot de la fin, à moins qu'un des participants souhaitait rajouter quelque chose. Rien, dit. tout est Bravo. dit. Non, rendez-vous Ouais. rendez-vous l'année Rendez-vous. prochaine. Et rendez-vous l'année prochaine en terre inconnue. Oui, il y a certainement plein de nouvelles choses. Cette année, C'est c'était pas. l'IA on ne sait pas ce que nous réservent les évolutions technologiques pour l'année prochaine ou 2026, au pire, ou au plus tard, tout du moins. Très bien. Merci Eh bien, beaucoup. c'était le mot de la fin. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à revoir. tous. Au revoir. Au revoir.